Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à The Great American Bash 2008. Voilà, encore une fois, je vous le rappelle, un petit like si vous aviez aimé ce pay-per-view ou un dislike si vous ne l'aviez pas aimé. Premier match, Kurt Hawkins et Zack Ryder battent Jesse et Festus, les champions Damis et John Morrison et Finlay et Hornswoggle pour devenir les nouveaux champions par équipe de la WWE dans un bon Fatal 4-Way Tag Team match. Vraiment, j'aurais préféré quand même un Tornado Tag Team Match parce que là on a un normal Tag Team Match. Ce que je ne comprends pas quand il y a plus de deux équipes, vous savez qu'il y a deux équipes doivent être sur le ring et en fait il y en a quatre qui attendent dans chacun des quatre coins du ring. Je trouve ça totalement stupide en fait. Pourquoi ne pas faire un Tornado? Et puis le principe de faire des tags à quelqu'un qui n'est pas son partenaire, ben, je vois pas en fait, parce que un tag team ça représente l'équipe et un tag ça représente faire passer la main à son coéquipier et pas à faire que des blind tags dès qu'un catcheur s'approche de son coin. Donc je trouve ça un peu con parce que du coup ça réduit le ring et personne n'ose aller dans les coins à part les deux respectifs. Enfin, en tout cas à part pour le sien, étant donné que c'est le seul où on est sûr de ne pas se faire ramasser de blind tag à moins de ne pas s'entendre avec son partenaire. Mais bref, dans tous les cas ça reste son équipe, et étant donné, par exemple là, Miz et Morrison n'étaient pas sur le ring au moment du tombé, donc vous voyez qu'ils n'ont pas eu besoin d'être je veux dire, concernés dans le final pour perdre leur titre ou les conserver. Ils n'ont pas été dans le pinfall final, donc ils ont perdu leur titre. Donc bref, tout ça pour vous dire que je trouve ça totalement stupide de faire des normal tag team match avec plus de deux équipes. Surtout que ça ne met pas forcément les champions au cœur de l'action et au cœur du finish. Voilà. Maintenant, au niveau du match, j'ai marqué Kurt Hawkins et Zack Ryder qui sont opportunistes comme jamais. Ça me fait très très plaisir. Donc le finish, on a Festus, donc l'attardé mental, et anciennement Luke Gallows, mon dieu, rest in peace, qui fait le ménage, mais Hawkins et Ryder arriveront à le sortir du ring et à faire chuter Jesse de la troisième corde pour la victoire. Et donc j'ai déjà dit, Miz et Morrison perdent leur titre sans prendre de tombée. Le match est plus ou moins agréable à regarder, hein, c'est assez plaisant, il y a un bon petit rythme, forcément il y a 8 lutteurs, même si par exemple Jesse et Festus, je n'aimais pas ce qu'ils proposaient, Finlay et Hornswoggle non plus, d'ailleurs j'en parle pas parce qu'on les voit quasiment pas. À part le fait qu'ils ont triché au bout d'un moment avec le sceptre de Finlay, mais je trouve que c'était un bon petit match, principalement avec Miz et Morrison et Hawkins et Ryder. C'est pour cette raison que j'ai mis la note de 7 sur 10. Deuxième match, Shelton Benjamin bat Matt Hardy pour devenir le nouveau champion des États-Unis dans un match de 10 minutes, solide et bien rythmé. J'ai marqué Benjamin est vraiment bon et domine bien Matt Hardy. Matt Hardy qui aura été un champion vraiment bof, hein. Autant je crois pour son règne de la SCW ça passait plutôt bien, donc quelques mois plus tard après ça, 2 mois d'ailleurs plus tard après ça. Mais autant son titre des États-Unis, ces matchs en fait ça se concentre uniquement sur le fait qu'il se fasse dominer puis qu'il gagne 2 de ces 3 matchs. Donc je trouve ça assez bof. Sinon par rapport à ce match-là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ça fait le taf, même s'il n'y a pas d'énormes spots. Il fait plaisir, mais il aurait pu être beaucoup mieux, surtout vu les deux lutteurs et surtout Shelton Benjamin. C'est pour ça que j'ai mis la note encore une fois de 7 sur 10. Troisième match, Mark-Henry bat Tommy Dreamer pour conserver son titre de la ECW dans un match totalement sans saveur. Il se passe rien, à part le final, où on voit donc Colin Delaney, donc qui était, on va dire, la sorte d'élève de Tommy Dreamer, qui va finir par trahir son mentor, alors qu'il essayait de finir le match depuis la troisième corde. Il voulait, je crois, faire une descente du coude sur Mark-Henry, enfin bref. Il allait sauter de la troisième corde, finalement... Colin Delaney prendra son bras et donc effet guillotine, Mark-Henry interviendra, portera son World Strongest Slam sur Tommy Dreamer pour conserver son titre. Non, je trouve ça totalement stupide, surtout Colin Delaney, et je sais pas pour les gens qui s'en souviennent, même si les gens qui regardent 2008 ils doivent pas se souvenir de ce mec là quoi. Pour moi c'est un peu le deuxième Braden Walker, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas du tout réussi à la WWE. Mais il est totalement fin en fait. C'est même pas. Et même Christophe Ajus et même surtout Philippe Chéreau le disent. Pourquoi Tommy Dreamer est accompagné par un gars comme ça, même si c'est son élève? Enfin, je veux dire, il a pas du tout le physique pour être catcheur. Vous allez me dire, James Ellsworth non plus. Et pourtant, ils arrivent à en faire quand même quelque chose. Même si actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, donc je suis toujours en octobre 2017, c'est une catastrophe. Mais bref, j'ai jamais compris l'utilité de ce mec-là, surtout que de le faire devenir heal. Enfin, je veux dire, c'est inutile. Autant trouver une bonne utilisation par la suite, comme ils ont fait avec Ellsworth, et encore bonne entre guillemets. Et tandis que là, ça a été encore plus un gâchis que James. Donc bref, je vais pas en parler plus. Je suis un petit peu déçu de ce match-là. J'ai mis la note de 5 sur 10.
Quatrième match, Chris Jericho bat Shawn Michaels par forfait dans un match très bon, mais très sanglant. Donc à la fin, Shawn Michaels sera en sang. Vous l'avez compris, et surtout je pense que vous avez vu ça avec la miniature. Le match il va vraiment être divisé en deux parties. Donc on a la première partie qui dure 9 minutes et qui voit un match classique entre un très bon Jericho et un très bon HBK. Très plaisant à voir. On a une deuxième partie qui dure 10 minutes. Et ça commence lorsque Jericho, lui qui voulait retourner sur le ring, s'en fait empêcher par Shawn Michaels qui intervient derrière lui. Et pour s'en défaire, il va lui porter un coup de coude dans l'œil droit déjà meurtri de Shawn Michaels. Et pour les gens qui s'en souviennent pas, je le rappelle pour ceux qui peut-être qui me suivent que à partir de cette vidéo ou qui n'ont pas suivi mes dernières reviews, Shawn Michaels avait été blessé, donc in kayfabe, à l'arcade sourcilière après s'être fait passer à travers un écran, le Géritron, par Chris Jericho justement, donc depuis son heel turn à Chris Jericho, et donc son œil droit, ou on va dire plutôt son arcade sourcilière droite, est encore, on va dire, pas très solide, si je peux dire ça, endolori, meurtri. Et du coup, ben là, c'est parti. Vu le coup de coude monumental qui vient de se reprendre, la plaie s'ouvre à nouveau et il va pisser le sang. Et à partir de là, ce match, ça va être une véritable boucherie. Donc Jericho va vraiment s'acharner sur l'œil de Michaels, qui va refuser d'abandonner. Il y aura que des coups de poing pendant une dizaine de minutes, mais vraiment, c'est très violent. Shawn Michaels va avoir la tête en sang. Je pense qu'il n'y a plus une partie de son visage qui n'est pas rouge. Ça me rappelle d'ailleurs le match avec Triple H contre la Rated RKO à New Year's Revolution 2007. Le match qui avait vu Triple H être blessé au genou. Bref, c'est une autre histoire. Mais je trouve qu'il y avait toujours une bonne intensité. Quand Shawn Michaels saignait, c'était pas juste une goutte de sang, quoi. C'était tout le visage. Et ça, c'est ce qui m'a toujours plu aussi avec Shawn Michaels. Et j'ai marqué, même Lenscade l'attaquera dans le dos de l'arbitre. Donc il s'en prendra vraiment de tous les côtés. Puis après 10 minutes, l'arbitre il va déclarer Jericho vainqueur malgré le refus de Shawn Michaels. Le refus entre guillemets, il pouvait plus vraiment bouger. Donc j'aurais pu mettre 10 sur 10 pour ce match là parce que j'adore ce genre de boucherie, ça fait plaisir de temps en temps et surtout que c'est pas le seul de la soirée. Mais j'ai été quand même plus ou moins, on va dire objectif, j'ai mis la note de 9,5 sur 10. And I'm here right now to be the first man to declare. Sixième match, Michelle McCool bat Natalya par soumission pour devenir la première championne des divas. Je sais pas, je pense que les gens s'en souviennent, à moins qu'ils aient suivi le catch il y a, on va dire, 2-3 mois. Le titre féminin, c'est le titre avec le papillon, donc qui a laissé sa place il y a plusieurs mois pour le titre féminin de Raw. Et le match était plutôt cool à regarder. Autant on a une Michelle McCool qui va être très violente, étonnamment, et Natalya qui va être très technique, essayant carrément de couper Michelle McCool en deux avec des prises de soumission. C'est vraiment impressionnant. J'ai marqué les deux lutteuses sont vraiment douées, donc ça m'étonne pas de voir un match comme ça. Mais le gros problème, c'est vraiment le temps que leur laisse la WWE. 6 minutes seulement, c'est pas suffisant pour moi. Et je pense que ces deux lutteuses-là, et surtout Michelle McCool, vu qu'elle n'est plus là, tandis que Natalya, au moment où je tourne, elle est encore là, auraient trouvé vraiment leur place dans la révolution féminine. C'est un peu une déception, mais on peut avoir cette déception avec plusieurs, hein, des lutteuses, AJ Lee, Paige, Lita, Trish Stratus, Beth Phoenix. Il y en a plein vraiment qui auraient mérité d'être là dans cette révolution des divas, enfin la révolution féminine plutôt, avec le terme diva mis de côté, qui aurait fait de très bons matchs aujourd'hui. Mais bref, c'est pas la question pour ce match-là. J'ai mis la note de 6 sur 10. Sixième match, CM Punk contre Batista se finit en double disqualification après que Kane vienne attaquer les deux hommes. Donc CM Punk conserve son titre poids lourd. Le match, il est correct, mais il est pas ouf. Pour tout vous dire, je suis un petit peu déçu de ce match-là. En fait, c'est principalement Batista qui va me saouler dans ce match-là, parce que Batista, vous allez me dire, c'est pas lui qui joue ça. Enfin, c'est lui qui va jouer, mais c'est pas lui qui l'a choisi. La storyline veut que Batista prenne CM Punk de haut. Et vu qu'il le prend de haut, il va y aller tout doucement. Donc c'est destruction petit à petit. Et surtout dans la première moitié du match. Donc ça me déçoit parce que le rythme, il est horrible. Et ce, même quand c'est CM Punk qui domine. Parce qu'il va jouer, il va vendre en fait les coups de Batista. Donc il va sceller parfaitement. Et en fait, le rythme, il va quand même être pas très bon. Même si quand c'est CM Punk qui domine. Le finish voit CM Punk se prendre un Spinebuster de Batista à l'extérieur du ring, et lorsque ce dernier remet Punk sur le ring, il y a Kane qui vient l'attaquer par derrière, puis il va l'envoyer sur les escaliers, puis il va monter sur le ring et porter un chokeslam sur CM Punk. C'est bizarre dans le sens où c'était à Backlash, donc ça fait 3 ou 4 mois avant ce pay-per-view, CM Punk et Kane étaient en équipe pour essayer de prendre les titres par équipe de la WWE à Morrison et Miz. Donc ça fait bizarre de voir Kane un peu s'acharner sur Punk alors qu'ils s'entendaient bien. Et j'ai marqué après le match,
Punk va lever son titre devant Batista qui lui portera sa Batista bombe. Donc j'ai marqué, ce lutteur était vraiment insupportable. J'ai marqué vraiment bon débarras que Batista soit plus là. Parce que c'est vrai que ce caractère autant heel, mais je n'étais pas forcément fan, même s'il faisait son rôle de heel plutôt bien. Mais en face, putain, c'est mon titre poids lourd. Non mec, t'es plus champion, t'arrêtes de prendre les gens de haut. Je détestais son personnage. Franchement, je vous le dis, autant physiquement, c'est un des plus balèzes, près de 140 kilos. Et au niveau in-ring, c'est pas non plus dégueulasse. Mais au niveau de son personnage, mon dieu, putain, il était dégueulasse. Et je le répète encore une fois, ce mec me saoulait. Et bon débarras qu'il soit plus là. Je sais que ça va faire chier à plusieurs personnes que je dis ça, mais c'est mon point de vue. Concernant la note de ce match-là, je vous l'ai dit, je suis déçu. J'ai mis la note de 6,5 sur 10 seulement, entre guillemets. Septième match, JBL bat John Cena dans un parking lot brawl match qui n'est pas vraiment un match de catch mais plutôt une véritable boucherie. Mais ça fait du bien, comme je l'ai dit avant, de voir des matchs comme ça de temps en temps. Et bon, comme je vous l'ai dit, ça se passe dans un parking, c'est le but d'un parking lot brawl match. Et c'est que de la brutalité. Donc je vais vous dire 2-3 spots qui m'ont vraiment marqué. D'abord, on a JBL qui arrive au milieu de toutes les voitures. Je ne sais pas si vous connaissez Destruction Derby. C'est un jeu de PlayStation, vous aviez un rond et les voitures devaient vraiment foncer l'une contre l'autre, un peu à la sorte de Burnout, mais c'était vraiment les prémices de Burnout, si je peux dire ça comme ça. Mais là c'est pareil, JBL arrive au milieu de toutes ces voitures, cherche Cena, il a un pied de biche dans la main, et puis au bout de 1 minute, on va voir Cena, enfin les phares d'une voiture s'allumer, et on voit Cena à l'intérieur et il essaye de shooter JBL, rien que ça c'est assez incroyable. Et ça fait un peu, c'est un peu une réponse, si je peux dire ça comme ça, à la promo qu'il y avait eu le lundi d'avant, qui avait vu JBL essayer d'encastrer Cena dans une voiture en lui fonçant dessus avec une autre. Donc vraiment, très brutal ce genre de promo, même si on sait très bien que au montage Cena n'était pas là. Enfin bref. Et on sait très bien que ce genre de personne, enfin ça va pas arriver, personne ne va se faire shooter à la WWE, mais ça rajoute quand même quelque chose. Autre point, on a JBL qui va tabasser John Cena, donc il va prendre le dessus. Et il va mettre Cena dans une voiture, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un bidon d'essence, un briquet, et il va foutre le feu à la voiture. Et là, vous l'aurez dans la miniature aussi, je pense. Donc, très très impressionnant. Là, on voit des arbitres et des officiels qui viennent éteindre le feu avec des extincteurs. Cena arrive à sortir, et Cena reprendra le dessus. Et au bout d'un moment, Cena va juste démonter JBL et va le mettre dans une voiture. Il va chercher un élévateur et il va prendre la voiture, l'emmener, donc la voiture et donc JBL qui est dedans, vers la rampe d'accès au ring. Et puis les deux vont se battre vraiment sur la rampe, donc vers le Titantron. Et JBL remportera le match. Lorsque John Cena voulait lui faire un FU sur cette voiture qui était justement sur cet élévateur, mais JBL contrera le Double A et le projettera dans le pare-brise de cette voiture et puis fera le tomber sur la voiture, signe de sa victoire. Je m'y attendais pas, pour vous dire, je m'en souvenais plus de ce match-là et j'étais sûr que Cena allait gagner parce que Cena c'est un peu la racaille et c'est le mec qui est censé botter des culs. Et là visiblement c'est JBL, visiblement non c'est sûr, je vous le dis, c'est JBL qui a remporté ce match-là. Donc vraiment un bon match. Je ne l'ai pas analysé avec mes critères habituels parce que c'est pas possible, mais j'ai quand même mis la note de 9 sur 10. Et enfin, dernier match, Triple H bat Edge dans un bon match, vraiment très très plaisant à regarder. C'est pas le meilleur, pour moi le meilleur ça restera vraiment Shawn Michaels contre Jericho dans ce pay-per-view. Au niveau du match, j'ai marqué que Triple H semble s'être blessé à une côte au tout début du match. Et je vais directement passer au finish parce que le match est bon, mais au fond ça ressemble au dernier. Les main events sont assez bons en 2008, même si c'est pas non plus ouf. Donc ça ressemble à peu près à tout, c'est une bonne confrontation entre deux lutteurs. Mais là le finish il est particulier et je le trouve assez bon encore une fois parce qu'il se démarque. Et surtout quand il y a, avec Edge, Vicky Guerrero et la Familia en 2008, ça nous laisse vraiment de très très bons finishes à mon sens, avec plein de controverses. Donc le finish, je vois Alicia Fox intervenir donc pour aller chercher la ceinture de la WWE et la donner à Edge. Finalement, Vicky Guerrero interviendra et portera, oui, vous allez bien entendre, un coup de la corde à linge à Alicia Fox. C'est très très rare, mais ça arrive. Et elle prend la ceinture, elle monte sur le ring, elle veut porter un coup de ceinture à Edge, mais Fox va revenir. Va se tabasser avec Vicky Guerrero, donc 4 fights comme dirait Christophe Ajus, et l'arbitre arrive, va essayer de les séparer. Et là, j'ai pas compris ce moment-là. On a Edge, et je ne sais pas pourquoi, qui préparait un spear, et au moment où il le porte, l'arbitre Alicia Fox s'enlève, et c'est Vicky Guerrero qui se le reçoit.
À partir de ce moment-là, je me dis, mais pourquoi Edge porte un spear? Parce que son adversaire est Triple H, il n'est pas vers Fox, Vicky et l'arbitre. Donc en fait, Edge essayait de porter un spear à qui à ce moment-là? Donc là, je trouve pas ça très crédible en fait, parce que je pense pas qu'il voulait attaquer Alicia Fox. Parce que je vous rappelle en fait, cette rivalité, pourquoi elle est là? C'est parce que il y a eu le mariage de Vicky Guerrero avec Edge. Triple H est intervenu avec des images et il dit qu'est-ce que j'ai pris en vidéo? Ben regardez. Et là on voit Edge qui embrasse Alicia Fox et qui dit que Vicky Guerrero est trop grosse. Et ça c'était durant la célébration de leur mariage, donc les deux sont déjà mariés, et Vicky Guerrero s'énerve et Alicia Fox ne sait plus vraiment où se mettre. C'est pour ça que Fox intervient, Fox elle tombe gentiment amoureuse de Edge, et Vicky Guerrero elle se laisse pas faire, donc elle vient attaquer Fox, puis Edge vu qu'il l'a trompé. Voilà, comme ça maintenant vous savez un petit peu l'histoire. Donc je comprends pas en fait, Edge c'est vraiment le mec connard dans l'histoire. Alors pourquoi il veut porter un spear sur l'arbitre, ça n'a aucun sens. Sur Fox c'est lui qui l'a embrassé, et sur Vicky Guerrero c'est lui le connard parce que c'est lui qui la trompe. Donc j'ai pas compris le sens de ce spear. Pourquoi est-ce qu'il voulait en porter un? Bref, le temps de réaliser son acte et de voir qu'il avait attaqué sa femme, il se retourne et se prend un pedigree de Triple H qui gagne le match. J'ai marqué j'adore ce genre de fin, j'ai mis la note de 9 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, que ce soit au niveau du show ou au niveau de ce que je viens de dire, au niveau de mes propos. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si son contenu vous plaît. N'oubliez pas qu'il y aura plein de vidéos qui vont encore arriver. Normalement, c'est 2 par semaine jusqu'à la fin de l'année à peu près. Et nous, on se retrouve donc tout bientôt pour la suite de la chaîne.